Le point d'interrogation n'est pas le nôtre, même si Héloïse n'est pas là. Donc, c'était qu'un jour, il y a eu Michel qui est venu me voir dans mon bureau et nous avons parlé donc de cette tricontinentale. Je trouvais que c'était... Donc, je suis membre de l'IMAF. Et je trouvais que c'était une question vraiment très importante. Et en plus, je suis congolais d'origine, congolais de Brazza d'origine, et une bonne partie de ce que je vais raconter, en fait, je raconterai presque ce que je vais dire. Il y a une bonne partie, je raconterai presque comme témoin. Et c'est pour ça que je vous ai fait passer ce texte qui est une chanson d'un des révolutionnaires, un révolutionnaire congolais qui a été donc tué en 1972 à la suite d'un coup d'État. Alors, ce texte s'appelle Les Immortels. Donc, le Congo-Brazza, en 72, c'est donc un pays, c'est l'un des pays, je vais y revenir, révolutionnaire en Afrique, et qui a aussi cette vision internationaliste. Et cette chanson, on entendait ça souvent, donc quand nous étions petits, cette chanson. Et vous avez, donc, dans les noms des personnes qui sont citées, vous avez presque, effectivement, tout ce qui concerne la tricontinentale. Donc, c'est d'abord commencé par Medi Ben Barka, et après, donc, à partir de là, vous avez toute une série. Là, je pourrais faire comme tout à l'heure les photos, mais ici, c'est des noms qui sont jetés. Donc, vous avez Lumumba, vous avez Che Guevara, vous avez Malcolm X, vous avez Umniobé, vous avez Félix Moumié, vous avez Nguyen Van Choi, vous avez, etc., etc., vous avez tout ce monde. Voilà. Donc, ce qui me semble important, avant de commencer, est-ce que Brazza est une autre capitale internationale, c'est peut-être de marquer la différence aussi un peu avec Alger, c'est que Brazza, ce n'est pas une guerre révolutionnaire. Brazza, c'est avant tout un mouvement social qui déborde et qui pousse le président à démissionner. Donc le président, à l'époque, qui est l'abbé Fulbert Youlou. Bon, beaucoup de personnes d'un certain âge le connaissent pour ses frasques, parce que l'abbé Fulbert Youlou était donc curé et à la fois, et qui, en fait, était, semble-t-il, alors là, j'ai jamais réussi à avoir ces informations, est-ce qu'il était défroqué ou pas, mais toujours est-il que l'abbé Fulbert Youlou avait conscience que ce qui était important pour son pouvoir, et c'était l'apparat lié à son statut de curé. D'ailleurs, on l'appelait tout simplement l'abbé, ou de temps en temps la soutane, parce qu'il était célèbre pour ses soutanes. Alors, donc, ce qui est extraordinaire au Congo-Brazzaville, c'est que l'indépendance du Congo-Brazzaville, c'est le 15 août 1960. Et l'abbé Fulbert Youlou est donc renversé le 15 août 1963, 3 ans jour pour jour. Et cet événement, qui était donc des manifestations, bon, peut-être je répondrai je serai plus précis pendant les questions, mais bon, c'était une manifestation d'abord contre l'institution du parti unique au Congo-Brazzaville, et d'autre part des manifestations aussi syndicales pour des revendications de salaire. Et c'est tout ça qui se transforme en émeute contre le pouvoir, où on demande au chef de l'État de partir. Donc le chef de l'État part, et cet événement est, quelque temps après, inventé comme étant la révolution congolaise, et surtout comme étant ce qu'on va appeler les Trois Glorieuses. Parce que cet événement va durer 3 jours, 13, 14, 15 août 1960. Donc vous voyez l'imaginaire qui est mobilisé par là. Mais cet événement est très important puisque c'est le premier en Afrique où un président est renversé, mais pas à la suite d'un coup d'État, à la suite d'un mouvement populaire. Et c'est ça qui devient donc la révolution congolaise.
Alors, ça, c'est le premier volet important à prendre en compte, peut-être dans la différence avec Alger. La deuxième chose aussi importante, parce que Brazzaville est assez curieux, alors, comme capitale révolutionnaire, puisque précédemment, Brazzaville, ce nom était utilisé non pas pour évoquer une capitale ou des politiques révolutionnaires. Alors, et là, il faut retourner dans l'histoire de l'Afrique. Peut-être que c'est ça aussi une autre différence avec peut-être Alger. Hein. C'est que les mouvements qu'on va trouver à Brazza vont être surtout des mouvements de libération africaine, principalement. Et au moment de l'indépendance, il y a toutes ces, comment on appelle, ces discussions au niveau des dirigeants africains. Qu'est-ce que nous allons faire de l'Afrique? Donc vous aviez deux blocs principalement. Un premier bloc, et maintenant c'est un peu curieux. Donc le premier qu'on appelait des progressistes ou des révolutionnaires, qui était donc labellisé comme étant le groupe de Casablanca. Et de l'autre côté, qui était plus réformiste, qui, au début, était appelé groupe de Brazzaville, et après, va devenir groupe de Moranvia. Voilà. Donc, vous avez donc une version qui était plutôt fédéraliste, l'unité de l'Afrique, et de l'autre côté, qu'on va dire plutôt de balkanisation, plus ou moins. Donc, Brazzaville, avec l'abbé Fulbert Youlou, est plutôt pour cette solution. Mais après donc ce mouvement des 13, 14, 15 août, Brazzaville devient la capitale, bascule du réformisme à une politique plutôt révolutionnaire, et va se construire l'image d'être disons, l'un des premiers pays révolutionnaires d'Afrique. Hein. Révolution, cette fois dans le sens où on a fait tomber les élites, l'élite politique, à la suite d'un mouvement social. Il y avait même des chansons dans ce sens, hein, qui... si j'étais un bon chanteur, peut-être que j'aurais fait tout mon exposé qu'en chantant. Mais bon, voilà. À partir de ce moment-là, alors Brazzaville a un problème, c'est son alter ego. Brazzaville, c'est donc la capitale du Congo, de la République du Congo, mais c'était l'ancienne capitale aussi de l'Afrique équatoriale française. Brazzaville est séparée d'une autre grande capitale par le fleuve. Cette grande capitale, c'était Léopoldville, qui est Kinshasa. Et alors, au moment où il y a la révolution à Brazzaville, il y a aussi cette présence forte, ça c'est au niveau du Congo qui était vu comme ça, à Léopoldville, des Américains. C'est-à-dire qu'il y a tout le discours qui va être révolutionnaire, va être un discours anti-impérialiste. Et ceux qui incarnent pour eux les impérialistes au sein de l'Afrique, c'est leurs voisins immédiats, en l'occurrence les Congolais de Léopoldville, et plus tard, donc, ce serait Mobutu. Alors, donc, Brazzaville, dans ces années 60, je pense que c'est le moment le plus important pour nous, et Héloïse aussi en parle, hein, c'est vraiment entre 63 et 68. Et principalement entre 65 et 66. Parce qu'à ce moment-là, en fait, Brazzaville le Congo va changer ses relations internationales, hein, va faire donc un certain nombre d'accords de coopération avec un certain nombre de pays de la tricontinentale, si vous voulez, d'un côté, et de l'autre côté, accueillir en son sein, là, et à Brazzaville, un certain nombre de mouvements de libération nationale. Voilà. Bon, alors, donc, la suite de mon exposé sera plutôt factuelle pour qu'on puisse après discuter. Alors, donc, par rapport à cette politique internationale,
hors du continent, Brazzaville va nouer des accords avec des pays, qu'on peut dire à l'époque des blocs, donc les pays socialistes importants. Donc, c'est à la fois avec la Chine et avec l'URSS. Alors, avec la Chine, les liens sont noués déjà en 64, février 64. Et la Chine ouvre déjà une ambassade à Brazzaville à cette époque-là, donc à 64. Et donc à ce moment-là, bon, donc dans ces relations, c'est des relations économiques aussi et des relations culturelles. Et il y a déjà un certain nombre de techniciens chinois qui sont en Brazzaville. Et parmi leur rôle, leur fonction, c'est aussi d'aider en fait le Congo à monter des structures révolutionnaires. Par exemple, le parti au pouvoir, c'était le MNR, Mouvement National de la Révolution. Et ce mouvement, en fait, va bénéficier aussi d'un certain nombre de cours qui sont dispensés par des instructeurs chinois. Alors, donc, déjà à cette époque-là, 63, 65, 66, l'agence de presse Chine Nouvelle s'installe déjà à Brazzaville, et cette agence, en fait, va être, aider les Congolais, donc avoir aussi une agence de presse révolutionnaire indépendante, alors le nom de ce journal, c'est Dipanda, en français, l'indépendance, ou l'indépendance si vous voulez. Donc les Chinois vont aussi être très impliqués dans les syndicats. Alors, disons que l'importance chinoise est manifeste. Hein, c'est juste qu'elle va changer plutôt à la fin de ce régime qui est renversé en 68. Hein. Donc l'autre pays avec lequel il signe, donc c'est l'URSS. Il commence à signer les premiers accords déjà dès août 64, un an après la Révolution. Bon, alors, en fait, avec l'URSS, c'est un peu la même chose qu'avec la Chine. Hein. Donc, alors, en plus de l'URSS, il y a un certain nombre de pays de l'Est qui signent des accords avec le Congo, la Pologne en 65, la Yougoslavie en 65 aussi, et la Tchécoslovaquie. Donc, en fait, le Congo se positionne là, sur ce point-là. Alors, par rapport à certains pays, donc à ce moment-là, donc les pays qui étaient des fers de lance pour ces pays-là qui représentaient en fait l'indépendance. Donc le Congo signe déjà en 64 des accords avec l'Égypte aussi, hein, donc avec le Caire. Et les techniciens égyptiens vont vont s'impliquer à Brazza aussi pour aider à mettre en place tous ces corps, vous allez dire, où que ce soit l'armée. Donc les Égyptiens vont s'occuper de la formation des paracommandos, qui est le groupe d'élite, mais vont aussi s'occuper des mouvements de jeunesse. Hein, parce que, bon, je vous ai dit que le parti, c'était Mouvement National de la Révolution, et en fait, ce Mouvement National de la Révolution avait son mouvement de jeunesse qui s'appelait la GMNR, donc tout simplement Jeunesse du Mouvement National de la Révolution. Mais à partir de 65 déjà, en fait, semble-t-il, selon les documents, les relations entre le Congo et l'Égypte se refroidissent un peu. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi qu'arrive au Congo, et ça c'est important pour notre propos, donc les premiers Cubains.
Les premiers accords sont signés, donc, à partir de 64-65. Et alors, parce que là, je suis que dans le factuel, mais bon. Et n'oubliez pas que 65, Che Guevara passe au Congo. Il passe par Brazzaville pour aller dans les maquis dans l'est du Congo. Hein, donc, voilà. Hein. Donc, mais la présence cubaine va être très importante et très intense. Nous, quand on était petits, on était des pionniers de la Révolution et les formateurs étaient cubains. Nous, on parlait, quand on défilait, quand on faisait des choses, c'était cubain, quoi. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Donc, on était dans ce monde-là. Donc, en même temps qu'ils sont en train de se positionner sur cet espace de pays révolutionnaires, il y a une coupure avec les pays occidentaux, mais qui étaient présentés comme étant des pays colonialistes. Hein? Donc, ils vont couper les accords de coopération avec les États-Unis, déjà en 65, avec l'Allemagne fédérale, c'était sur le point de se casser, mais bon, ce serait un peu plus tard. Mais avec la Grande-Bretagne aussi. Pourquoi la Grande-Bretagne? C'est à cause de l'histoire de la Rhodésie. Hein. Avec le Portugal aussi, c'est l'histoire de la Rhodésie. Hein. Donc, ils se positionnent là aussi comme soutien des pays qui ont des anciennes colonies, mais qui ne veulent pas lâcher ces anciennes colonies. Donc, voilà. Et il coupe aussi avec son propre colonisateur en 66. Hein, donc, couper les accords de coopération. Voilà, grosso modo, ça c'est un peu le cadre par rapport à la dimension internationale et les accords que le Congo construit pour se présenter là, en fait, comme ce pays révolutionnaire, le pays des Trois Glorieuses. Voilà. Mais par rapport à l'idéologie, on oscille encore entre deux idéologies. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette révolution voit arriver au pouvoir une nouvelle génération politique, et cette génération, en fait, c'est des trentenaires. Ils ont presque tous 30 ans. Donc bon, ces générations, ils ont fait des études ici, et certains ont été des syndicalistes, ont déjà été dans les pays de l'Est, etc., etc. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Hein. Donc, cette génération qui monte en puissance se trouve en opposition avec leurs propres aînés. C'est bien que, la question se posait, quel type de socialisme on pouvait mettre en place? Alors, d'un côté, les aînés plaidaient pour ce qu'ils appelaient un socialisme bantou, c'est-à-dire un socialisme qui respectait plus ou moins les réalités africaines. C'est ce qu'ils appelaient bantou, les réalités africaines. Hein. Et de l'autre côté, des socialistes, c'est pour ça que c'était important de dire que ces trentenaires étaient formés c'était les nouveaux cadres que le système colonial avait formé, et eux, ils voulaient prôner un socialisme scientifique. Et leur leader à l'époque, c'est Pascal Lissouba, et qui va être écrire un livre sur parti-État, tribalisme, classe sociale, etc., etc. Essayer de réfléchir la situation en place. Alors, mais pour donner seulement un élément comme ça, mais c'est qu'en 68, quand ce régime tombe, ce n'est qu'à partir de 68 qu'il y a un nouveau régime qui va s'appeler plutôt le marxisme-léninisme. Mais ce n'était pas à ce moment-là. Bon, alors, donc, pour répondre un peu à la question, je vais aller vite, c'est donc là ce que
j'aurais dû changer de voix, mais bon, on ne m'oblige pas de le faire. C'est vraiment ce que donc, Héloïse a proposé. Donc, dans son texte, l'idée, c'est de dire que Brazzaville, durant cette même décennie que je vous ai tracée rapidement tout à l'heure, était la base arrière de plusieurs mouvements de libération africains. Alors, comme le Comité national de libération, donc les Lumumbistes, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, le MPLA, on a vu ça ici, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, et dans une moindre mesure le FLEC, Front pour la libération de l'enclave du Cabinda, et un mouvement aussi qui s'appelait Mouvement national de la révolution gabonaise. Alors, en fait, mais un peu plus tard, au Congo-Brazzaville, il y aura aussi l'ANC, il y aura aussi la SWAPO, puisqu'il y a un lieu, mais qui n'est pas dans Brazzaville, mais qui est dans la région, dans le Niari, qui était un lieu de formation de l'ANC et de la SWAPO. On ne pourra pas faire la même chose ici qu'on a fait tout à l'heure avec Alger, parce que peut-être il n'y avait pas beaucoup de groupes, mais souvent, en fait, là, il y avait deux groupes qui avaient des lieux dans Brazzaville qui étaient bien identifiés. L'UPC, donc l'UPC, je suppose que vous connaissez, c'était un mouvement de libération fort au Cameroun. Hein, et donc le leader, c'est Ruben Umniobe. Hein. Alors, l'UBC était basé dans un quartier de Brazza. Et l'autre parti de frères forts qui soutenait le MPLA avait acquis, le Congo lui avait donné un terrain, et qui était un vieux centre de météo, qui était l'ancien, des anciens bâtiments de l'ancien aéroport de Brazzaville. Et cette partie s'appelait maintenant Angola Libre. Jusqu'à présent, si vous allez à Brazzaville, vous avez un quartier qui s'appelle Angola Libre. Hein, et à cette époque-là, donc de soutien, l'Angola, le MPLA, avait là aussi donc une radio. Donc nous, quand on était petits, vers 18h, on entendait « Angola combattente » ou je ne sais pas quoi, voilà. Hein, donc c'était vraiment ce truc. Donc, alors, ce que Héloïse essaie de préciser, c'est l'idée que, en fait, l'accueil de ces mouvements de libération africains, c'était pour les Congolais une mise en pratique de l'internationalisme prolétarien, hein, puisque c'était en fait la solidarité entre les prolétaires de tous les pays. Donc l'idée prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Donc là, on pouvait le voir mis en place. Donc, alors, ce qu'elle va aussi montrer, c'est que Brazzaville va être le lieu de naissance, au moins de ce côté de l'Afrique, hein, d'une culture révolutionnaire cosmopolite. Hein. Parce qu'à Brazzaville va vivre des exilés politiques de plusieurs pays, des étudiants de toute l'Afrique centrale, puisque Brazzaville était la capitale de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Donc, ils étaient tous là. Il y avait des coopérations étrangères, et ces coopérants étrangers sont très, très importants. Et voilà. Je vous donne seulement un exemple. Hein. Par exemple, des coopérations haïtiens. Je ne sais pas si comment il s'appelle Raoul Peck, par exemple, qui a fait le livre sur le Mumba. Donc, eux, ils sont là. Donc, les coopérants étrangers, donc haïtiens, donc, qui sont très marxistes, c'est eux aussi qui faisaient des formations marxistes, hein, qui sont à Brazza. Et les coopérations françaises aussi, surtout pour eux, Brazza, c'était aussi
la réalisation de la révolution presque Mao, même si ce n'était pas Mao, hein, mais il y a eu beaucoup de maoïstes à Brazzaville, et qui étaient très liés à l'aile gauche du parti. Et, donc c'est tout ce brassage-là d'idées qui est là, et on était aussi dans un contexte peut-être qui peut nous donner un certain nombre, peut-être aussi quelques réponses à la question de tout à l'heure, peut-être générationnelle. À cette époque, c'était aussi, puisque les indépendances étaient proches, on était aussi dans une période d'espoir. Hein. Le monde il était possible de faire quelque chose, hein, de prendre des décisions pour changer le monde. Et ça, c'est vrai que si vous allez maintenant au Congo, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'était pas ça le pays révolutionnaire. Mais à l'époque, tout était possible. Hein, et on pouvait rêver, on pouvait... écoutez, on rêve toujours peut-être, mais bon. Okay. Mais qu'à Brazzaville aussi, il y a eu un certain nombre à ce moment-là, de leaders africains, peut-être, quand on ne connaît pas, on a l'impression qu'ils sont mineurs, mais qui étaient très importants pour configurer un discours révolutionnaire. Par exemple, il y en a un, qu'à un moment, les Belges avaient dit... nous n'avons pas un problème avec le Congo RDC, donc l'ancien Zaïre. Nous avons seulement un problème avec une seule personne. C'était leur ministre, Abdoulaye Yerodia. Abdoulaye Yerodia est une personnalité révolutionnaire très, très importante. Il paraît que dans sa biographie, il aurait été l'époux de la fille d'une des femmes, je ne sais pas quoi, de ménage de Lacan. Oui, mais non, mais c'est pour vous dire que Abdoulaye Yerodia est quelqu'un qui a, quand vous l'écoutez, c'est des vrais idéologues. Parce que c'est l'époque aussi où, peut-être que, c'est inimaginable maintenant, mais c'était des tribuns, ces gens. Hein? Donc, cette révolution-là, c'était des tribuns. Quand ils vous tenaient en haleine, ben, vous étiez là, vous sentiez que vous incarniez la révolution aussi, quoi. C'était vraiment très fort. Donc, une bonne partie de ces personnes étaient à Brazzaville. Donc, ça permettait aussi de partager des expériences. Et surtout, hein, l'expérience internationale aussi à ce moment-là était apportée par la présence massive des Cubains. Les Cubains étaient là et il y avait maintenant un style presque cubain pour la jeunesse. Hein. Il y a des gens, les surnoms, c'était des surnoms cubains. Et puis bon, il y a aussi la chose importante aussi qui est peut-être annexe, qui n'est pas directement liée à la révolution, mais qui est quand même importante à souligner, c'est la musique. La musique cubaine. Et la musique cubaine, l'africanisation de cette musique va passer par les deux Congos. Ça va devenir, ils vont produire ce qu'ils vont appeler la rumba. Hein, la rumba africaine, qui sort là. Et dans ces rumbas aussi, parfois, quand on faisait des chansons, des chansons plus, je dirais, intellectuelles que romantiques, parce qu'effectivement, beaucoup des chansons étaient romantiques, c'est parfois des chansons où on devait, les mots m'échappent. En fait, c'est glorifier, voilà, glorifier le système. Par exemple, cette personne, c'était comme Calais, mais qui est du Congo, du Zaïre, par exemple. Alors, il a une chanson, mais vous allez vous dire, mais quel est l'intérêt, hein? Une chanson sur la station de radio. Alors, le titre, c'est seulement Les Ondes. Donc, écoutons toute cette radio, puisque cette radio, c'est par là qu'on va produire l'homme nouveau. Ou des choses comme ça, quoi. Hein? Donc, vous avez des choses. Alors, donc,
à la fin de son papier, ce qu'elle essaie aussi de montrer, c'est que l'accueil des mouvements de libération africains était aussi peut-être à comprendre comme une stratégie de consolidation du régime congolais lui-même. Voilà. Et alors, donc, elle n'avait pas conclu, donc moi aussi je ne conclus pas, avant qu'on me donne. Voilà, ok.